Bonjour, je m'appelle Yann April-Boucher, je suis Startup Manager au sein de l'incubateur Télécom Paris et vous écoutez Deep, un voyage en immersion dans le monde encore méconnu de la Deep Tech. Nous allons découvrir ensemble l'envers des technologies que l'on utilisera tous demain en vous proposant de rencontrer les entrepreneurs qui se cachent derrière les machines. Dans cet épisode, nous avons voulu vous parler avant tout d'humains parce que c'est pour nous le sujet le plus important de la tech. Qui sont les femmes et les hommes qui développent des projets tech ou deep tech et comment collaborent-ils ensemble ? En fait, on s'est dit que le meilleur moyen de mieux comprendre l'intelligence artificielle, ou IA comme on voit apparaître partout en ce moment, c'était d'abord de mieux comprendre l'intelligence humaine au sein d'une entreprise. Pour parler de ce sujet, je vous propose qu'on se pose quelques questions. Comment marche l'intelligence collective au sein d'une équipe fondatrice d'un projet tech ? Est-ce qu'on collabore mieux ensemble au sein des fondateurs lorsqu'on a des profils très différents, ou est-ce que c'est une contrainte et qu'il vaut mieux se ressembler ? Finalement, est-ce qu'il existe un profil d'équipe fondatrice parfaite pour faire avancer un projet ? Pour répondre à ces questions, je vous propose dans un premier temps de rencontrer Pascal Chevreau, CEO et cofondateur de la startup Invenice, qui avec son équipe fondatrice de 3 associés provenant d'univers très différents, va certainement pouvoir nous éclairer sur leur collaboration qui a fait grandir leur société. Je recevrai ensuite Thomas Huy, maître de conférence à Télécom Paris, avec qui on abordera le sujet de la complémentarité au sein des équipes fondatrices. On parlera de ce qui fait une bonne équipe, et est-ce que c'est finalement plus important de se ressembler ou de se compléter ? Du coup, Pascal, on commence par toi. Je suis ravi de te recevoir. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter et nous parler aussi de tes cofondateurs qui sont absents parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui tienne la barre en ce moment et nous parler un peu de l'histoire de la création d'Invenice. Oui, bonjour, merci pour ce podcast. Donc moi, je m'appelle Pascal Chevreau, comme tu le disais tout à l'heure, cofondateur d'Invenice. Pour me présenter rapidement, donc moi j'ai une formation d'ingénieur. Je suis ingénieur pur jus. J'ai fait Polytechnique et Télécom Paris. Donc j'ai eu une carrière au début d'ingénieur, ingénieur R&D chez France Télécom R&D, maintenant qui s'appelle Orange, pendant 5 ans. Et puis 12 ans au sein du ministère de la Défense, où j'ai eu à la fois un poste d'ingénieur, mais aussi de manager. Grégory Serrano, qui est notre directeur marketing, lui a une formation purement commerciale, où il a suivi notamment un MBA à HEC, et il a travaillé pendant 7 ans chez Colt, qui est un opérateur télécom B2B. Benjamin Quétier, qui est notre directeur technique, lui est docteur en calcul haute performance, donc c'est un profil universitaire, et il a travaillé pendant 6 ans au ministère de la Défense avec moi, avant de se lancer dans l'aventure d'Invenice. Ok, et vous êtes rencontrés comment alors ? Alors voilà, très bien, donc j'ai commencé à répondre à ça. Benjamin travaillait avec moi au sein du ministère de la Défense, il travaillait au sein de mon service, notamment pendant 3 ans sur des projets très intéressants et qui étaient à l'origine de notre projet de start-up. Et on a créé Invenice au sein de l'incubateur Télécom Paris Tech. À cette occasion, on a fait un petit peu de communication et notamment, on a parlé du pourquoi Invenice et de sa mission telle qu'on savait la formuler au départ, qui était démocratiser le big data. Et ce sujet, cette thématique Grégory a trouvé cette thématique absolument géniale quand il faisait un petit peu de veille au moment où lui-même cherchait à évoluer dans sa carrière. Et donc c'est comme ça que très rapidement, quelques mois après la création d'Invenice, il nous a rejoints. Ouais, c'est super intéressant. Du coup, il n'était pas là au départ et vous cherchez quelqu'un ou il est arrivé un peu en tapant à la porte à l'improviste et vous ne le cherchiez pas vraiment ? Alors en fait, il nous est vraiment tombé du ciel. C'est-à-dire que, en tout cas, donc, ma perception, ma compréhension, et que j'ai vu avec un certain nombre de gens autour de moi, c'est que dans un incubateur tel que Télécom Paris Tech, souvent, les startups sont créées sur une idée tech avec des profils plutôt scientifiques, ingénieurs, etc. Et un des soucis des startups tech, c'est qu'elles n'ont pas forcément l'ADN marketing commercial qui est extrêmement important quand on démarre un projet, même dès sa genèse, dès qu'on la présente pour entrer dans un incubateur ou lever des fonds auprès de business angels. En fait, les projets qui sont mal présentés d'un point de vue marketing et commercial, c'est bête, mais ils sont beaucoup moins sexy. Et il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à déclencher en un démarrage de start-up lorsqu'on est trop tech et qu'on n'a pas le vernis ou les compétences marketing et commerciales. Donc,
l'arrivée de Grégory dans notre équipe très tôt dans le projet a été une véritable aubaine. Et donc, quand il s'est présenté, pour moi, c'était un objectif fort. C'était mon objectif prioritaire à ce moment-là, c'était d'arriver à l'intéresser au projet, lui donner envie de nous rejoindre. Ok, donc ça c'est un objectif de recrutement limite d'associés dès le départ. On en parlera après un peu du recrutement. Est-ce que dès le départ, les rôles ils étaient très clairs dans votre façon de fonctionner entre le commercial, le CEO qui gère plutôt la partie stratégique et Benjamin qui était plutôt sur les aspects techniques? Dès le début, vous êtes partagé ça comme ça ou ça s'est passé comment au départ pour développer le projet? Oui, alors ça, c'est un sujet en tant que tel qui est délicat et qui est important à maîtriser dès le départ. C'est la dynamique de groupe et la capacité à prendre des décisions très tôt dans une start-up. Même quand on commence à 2, à 3 ou à 4, il faut que les rôles soient très clairement définis. Et je pense que ça a été d'emblée très bien compris, très bien perçu par l'ensemble des acteurs, sachant que quand on est au démarrage d'une start-up, tout le monde travaille sur tous les sujets. Voilà. Mais je crois que ce qui est important, c'est qu'il y a quand même un leadership et une adhésion à un projet global, une vision partagée et également une certaine loyauté les uns vers les autres, vers le projet, mais aussi dans les prises de décision. Ça, c'est vrai qu'il faut toujours, je pense, on aura des exemples, je pense, plus tard dans ce podcast d'échecs liés à un manque de clarté dans les rôles et dans le leadership. Donc ça, c'est intéressant que tu en parles. Est-ce que, entre vous, ça a toujours été simple de se comprendre, vu que vous n'êtes pas du même domaine, vous n'avez pas le même profil? Est-ce que vous comprenez toujours quand vous discutez des projets stratégiques de l'entreprise? Alors ça a été un apprentissage, mais je pense que c'est une des thématiques du podcast. C'est effectivement, on a des profils très différents et ce qui nous permet d'aborder des problématiques, des sujets d'entreprise sous des angles très différents. Alors pour vous donner, je veux dire, schématiquement une façon d'expliquer comment on a l'habitude d'aborder des problématiques, moi avec mon approche d'ingénieur, je vais avoir une approche analytique, tandis que Grégory va plutôt avoir une approche globale. Et donc on est souvent en train de se rattraper en se disant oui, prenons le problème sous l'angle big picture. Regardons de manière globale la problématique avant de traiter un sous-problème, un micro-point, qui est en fait, je dirais, plutôt une démarche d'ingénieur. Enfin, en tout cas, celle que moi je peux avoir, qui est de plutôt chercher à découper une problématique en plus petits morceaux et analyser chacun des points. Donc une démarche d'ingénieur, là où une démarche marketing et commerciale, c'est plutôt de se dire, voilà, globalement, quel est l'objectif, qu'est-ce qu'on veut résoudre, où est-ce qu'on veut aller, et après, comment on s'y prend. Mais commençons par bien poser la problématique. Ok. Et du coup, il y a le profil ingénieur, le profil commercial, le profil plutôt académique. Je pense qu'il n'y a aucun d'entre vous qui a un profil finalement de RH, de recruteur. Je voudrais parler un peu du recrutement chez Invenice. Est-ce que vous recrutez selon des critères qui vous ressemblent d'un point de vue complémentarité des équipes, ou est-ce que vous avez d'autres critères? Comment ça se passe concrètement quand vous recrutez quelqu'un aujourd'hui? Alors, le critère numéro 1, c'est évidemment la compétence et la capacité d'une personne à un poste donné de progresser dans l'entreprise pendant au moins 2-3 ans, voire plus. Donc d'être capable de se projeter dans un projet. Et nous, on va chercher plutôt des bâtisseurs, des gens qui ont envie de construire, parce qu'on est encore dans un stade relativement jeune dans l'entreprise. Après, le critère numéro 2, c'est la capacité à travailler en équipe et l'état d'esprit des personnes. Donc c'est les deux premiers critères qu'on va rechercher, qui sont absolument essentiels. En fait, ensuite, quand on parle de diversité, je crois que la diversité, elle se fait par le type de poste qu'on va rechercher. Dans une entreprise, nous, on développe un produit. Donc, on va avoir à la fois des créatifs, des gens qui vont faire de la conception, du design, des développeurs, des gens qui vont faire de l'analyse de marché, du marketing, mais aussi beaucoup des commerciaux, des gens qui font du cold calling, etc. Donc, les profils en eux-mêmes sont divers. Maintenant, pour vous répondre sur est-ce qu'on a des exigences en plus
sur la diversité des profils, aujourd'hui, pour être vraiment honnête, on est sur un marché où il y a quand même beaucoup de difficultés à recruter aujourd'hui. On fait appel à 5 cabines de recrutement, un cabinet de chasse, 2 job boards. On passe énormément d'énergie dans le recrutement. Donc aujourd'hui, dès lors qu'on a les 2 critères qui sont compétences, capacité d'évolution et adhésion au projet, envie de bâtir quelque chose, la diversité, elle vient plutôt par les postes en fait, qu'on propose, quoi. Oui, et puis on en parlait rapidement aussi ensemble. Cette diversité, elle est complexe parce qu'il n'y a pas beaucoup de candidats, et notamment au niveau des femmes dans la tech et dans l'entrepreneuriat. Vous avez du mal aujourd'hui à recruter des profils féminins dans votre entreprise. Alors, nous, évidemment, je pense que c'est quelque chose qu'on aimerait avoir beaucoup plus. Hein. C'est des candidats féminins, des femmes. De fait, aujourd'hui, on est 24 et dans l'entreprise, il y a 3 femmes. Donc, il y a effectivement un gros décalage. Et donc, cette diversité-là en particulier, elle est difficile à obtenir. Et même dans les profils marketing et commerciaux, il n'y a pas tant de candidats qui nous arrivent, hein, qu'on trouve, qui sont des femmes. Ça, on essaiera d'en discuter dans un épisode de podcast plus tard. C'est un sujet qui est important pour nous. La dernière question que j'ai pour toi avant de parler avec Thomas, c'est de parler un peu de ta levée de fonds récente chez Invenis. Et finalement, est-ce que cette levée de fonds a changé quelque chose à votre manière de travailler ou de recruter foncièrement, ou est-ce que vous fonctionnez de la même manière qu'il y a quelques années ? Alors, une levée de fonds, c'est un événement majeur dans une start-up, surtout les premières. Enfin, je pense que chaque levée de fonds, mais nous, c'est notre première. C'est un véritable accélérateur. Hein. Pour utiliser une image triviale, c'est un coup de pied aux fesses. On change de dimension temporelle. Tout s'accélère. Tout s'accélère et ce que je dis, hein, à nos équipes, hein, c'est qu'on doit passer d'une entreprise artisanale où on a testé un business model, testé un produit, à une entreprise industrielle parce qu'on veut scaler. On veut être capable de multiplier ce modèle de base, mais on veut grossir très vite. Et pour ça, il faut s'industrialiser. Il faut industrialiser les process, il faut industrialiser les recrutements, il faut organiser les équipes, se structurer à tous les niveaux. Donc, l'entreprise n'a plus rien à voir normalement avant et après une levée. Sinon, il y a un problème. En tout cas, elle va plus vite, en conservant pas mal de choses et de valeurs, je pense, mais elle va plus vite, c'est certain. Ok, je te remercie Pascal, on se retrouve après. On va parler un peu avec Thomas et prendre un peu de hauteur pour cette seconde partie. Alors Thomas, oui, tu es maître de conférence à Télécom Paris et tu travailles notamment sur les bonnes pratiques en matière d'innovation et d'entrepreneuriat. Et ce que tu m'as dit, c'est que tu as longtemps cherché à étudier un peu les différents facteurs de succès d'une start-up, notamment les profils des fondateurs et d'autres choses. Donc, j'aimerais que tu nous parles un peu de ça pour commencer. Est-ce qu'il existe une équipe type parfaite pour créer une boîte, créer une start-up et la développer ? Oui, effectivement, j'ai travaillé sur ce sujet et j'ai rencontré quelques difficultés parce que du point de vue de la recherche, c'est très difficile, Yann, d'identifier les facteurs clés de succès, les variables qui déterminent le fait que la start-up va marcher ou pas. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue méthodologique, on va avoir des difficultés qu'on appelle de contingence. C'est-à-dire qu'une start-up qui va faire un produit ou une start-up qui va faire un service, c'est pratiquement deux verticales très différentes, pratiquement des boîtes qui n'ont rien à voir. Et donc, du coup, identifier des facteurs clés de succès sur ces différentes activités, c'est très compliqué. Mais, du coup, ce qu'on peut faire, et qui est assez intéressant, c'est décaler la problématique de rang 2. C'est-à-dire qu'on peut regarder non pas les facteurs clés de succès des startups, mais la perception qu'ont les différents acteurs de l'écosystème sur ces facteurs clés de succès. Du coup, regardez ce que les entrepreneurs pensent, ce que les investisseurs pensent, ce que les responsables d'incubateurs pensent. Et là, ça devient intéressant parce qu'on peut essayer de voir si les perceptions sont homogènes ou hétérogènes. Et donc, en fait, la question de la complémentarité qu'on évoque ici avec Pascal, on peut dire, OK, alors déjà, la première étape, est-ce qu'il existe des travaux qui ont établi la preuve scientifique qu'avoir une équipe complémentaire conduit au succès ? La réponse est non. Donc, du coup, on peut se dire, OK, mais est-ce que les parties prenantes à l'écosystème entrepreneurial pensent que la complémentarité entre les fondateurs est un facteur clé de succès ? La réponse est oui.
C'est-à-dire que, comme en fait on a dit ça depuis très longtemps, il faut être complémentaire, tout le monde le pense. Et il se trouve que dans l'entrepreneuriat, quand tout le monde pense quelque chose, ça devient ce qu'on appelle performatif. Ça veut dire que c'est une prophétie autoréalisatrice. Je te donne un exemple très concret. Imagine tous les investisseurs pensent que la complémentarité, c'est essentiel. Eh bien, en fait, l'accès au capital, pour avoir de l'argent, il va falloir avoir une équipe complémentaire. Et donc, du coup, ça devient effectivement un facteur clé de succès, non pas parce qu'il l'est par lui-même, mais parce que les gens le pensent. Donc ça, je pense que c'est un point, c'est juste un point, je ne sais pas si c'est un détail ou quelque chose d'essentiel dans la discussion qu'on a, mais en tout cas, cette complémentarité, peut-être qu'il faut l'aborder de rang 2 et pas de rang 1. Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis. Donc ça veut vraiment dire qu'en gros, en soi, une équipe qui a un businessman dans l'équipe, ça marche pas forcément mieux, mais parce que les investisseurs pensent que ça marche mieux, bah, du coup, elle marche. Ouais. Et en fait, c'est assez logique qu'ils pensent ça, parce que c'est intuitif de se dire, dans une boîte, il faut produire, il faut vendre, et donc évidemment, on va avoir des gens qui savent produire, des experts, des techs, quand on est dans une boîte software ou hardware, et puis des gens qui sont plutôt avec un profil business pour pouvoir vendre. Mais attention, parce que dans l'entrepreneuriat, beaucoup de choses sont contre-intuitives. Et donc, du coup, cette intuition-là, effectivement, on la comprend, mais peut-être qu'on peut éventuellement la remettre en cause. Donc, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas être complémentaire, parce que je dis simplement qu'on est dans un jeu de croyance. On n'est pas dans un jeu scientifique avec une preuve établie. Et du coup, peut-être que tu as des bons contre-exemples à nous donner sur... Plein. Si tu prends, je sais pas, Instagram, Kevin Systrom et Mike Kruger, c'est deux techs. Larry Page, Sergey Brin, Google, c'est deux techs. Les gens de Snapchat, dont j'ai oublié le nom, fondateur de tech. Aussi parce que la façon dont tu trouves tes associés... Alors, Pascal avait une expérience professionnelle avant de créer son entreprise. Donc, en fait, il a trouvé son associé aussi dans le cadre de son ancienne expérience professionnelle. Mais si tu fais une école d'ingénieur, que tu montes un projet étudiant et que tu le développes ensuite comme une start-up, souvent, en fait, tes associés, ils sont ingénieurs. Même si on observe, et c'est pour le mieux, une forme beaucoup de formations hybrides qui permet de faire se rencontrer des designers, des managers, des ingénieurs. Ok. Et du coup, on a vu que la complémentarité, c'est pas forcément un facteur de succès, en tout cas de manière théorique. Qu'est-ce qui finalement fait une bonne équipe si on n'est pas complémentaire? Est-ce qu'il y a quand même des choses qui sont importantes, voire essentielles dans la création d'une équipe de start-up? Alors moi, je vais te donner mon point de vue, mais c'est assis sur aucune recherche scientifique, mais des observations que j'ai pu faire. Je pense que devant la complémentarité des compétences, il y a une forme d'homogénéité dans la culture des associés. C'est-à-dire que on le voit à travers l'exemple de Pascal. Il dit, ouais, nous, on recrute des bâtisseurs. On voit bien qu'en fait, je ne veux pas parler à ta place, hein, mais on voit bien que derrière, il y a cette idée on va prendre des gens qui font, on va mettre le faire devant la réflexion pour, j'imagine, rentrer dans des deliveries, dans des boucles de production qui sont courtes pour pouvoir tester le marché, les méthodes itératives, les méthodes agiles. Si tu as cette culture-là, partagée parmi tous les associés, c'est beaucoup mieux qu'avoir quelqu'un et pourtant qui ont les mêmes compétences. C'est beaucoup mieux qu'une boîte qui va avoir une culture très grand groupe OK, on ne sort aucun produit tant qu'il n'est pas parfait, avec une autre personne qui aura un état d'esprit plutôt de pirate. Là, ça peut partir complètement en live, quoi. Donc moi, mon point de vue, mais il est complètement challengeable, hein, on peut complètement le remettre en cause, c'est de la croyance pure. J'ai l'impression que la culture prévaut sur la complémentarité des compétences. Et comme j'ai un passé d'économiste, souvent, tu sais, on formalise un peu les choses en équation. En gros, si je devais, faire une fonction qui établirait le succès des boîtes, je dirais c'est CU puissance CO. CU, c'est la culture, et je mettrais en puissance la complémentarité. C'est-à-dire qu'on comprend bien que, la culture, c'est essentiel, et puis après, si en plus tu as la complémentarité, c'est top. Mais tu vois, si tu as zéro culture en commun, du coup, ça marchera pas, quoi. Mais ça, c'est une croyance. Et si je peux juste ajouter un autre point qui me semble important. Je pense cette idée de la complémentarité des compétences comme essentielle, elle date. Ça fait 20 ans qu'on dit ça. Mais il se trouve qu'en 20 ans, le monde a changé. Il se trouve qu'il y a 20 ans, si tu n'avais pas de compétences en code, c'était compliqué pour toi d'aller créer un site internet. Aujourd'hui, il y a un mouvement du no-code. Tu peux faire des landing pages. N'importe quel élève d'école de commerce peut très vite aller au marché pour exécuter et tester le marché à travers une petite page. Et inversement, c'est-à-dire que les considérations business qui étaient sans doute avec des barrières à l'entrée, aujourd'hui, n'importe quel tech peut aller vers le business assez facilement. Et donc, comme tu as une réduction de la distance entre les compétences techniques et commerciales, en fait, peut-être que cette idée, il va falloir la changer. Tu sais, il y a juste pour te donner le nom d'un chercheur qui a un peu travaillé sur ces sujets-là,
C'est Kahneman. Kahneman, c'est un prix Nobel d'économie en 2002. Lui, il a dit qu'en fait, souvent, on est pris par des biais cognitifs quand on raisonne, et notamment un biais qui s'appelle le biais de disponibilité. C'est quoi ce biais de disponibilité? Si tu veux, ce biais, c'est que euh, comme on est des homo economicus avec une rationalité imparfaite, donc c'est-à-dire que en gros on arbitre les choses, on a l'habitude pour aller vite de raisonner par raccourci, par association d'idées. Et donc là, si tu veux, le raccourci, c'est OK, on va aller très vite vers l'intuition, une boîte, faut produire, faut vendre, donc la complémentarité. Mais le monde a changé, comme je te l'ai dit. Et le truc, c'est qu'on n'a pas assimilé ce nouveau contexte, et donc on reste sur l'idée ancienne, alors même que désormais, la compétence tech, la compétence commerciale, elle s'est rapprochée, et que peut-être, du coup, il faut tirer des enseignements de ce nouveau contexte dans lequel évoluent les entrepreneurs. Ce qui peut remettre en cause l'idée de la complémentarité comme un facteur clé de succès pour les startups. Ok. Et du coup, dernière question, avant de revenir avec Pascal. Est-ce que, du coup, toi qui bosses sur un peu des parties de sciences sociales sur l'entrepreneuriat, aujourd'hui, on voit beaucoup de critères de notation, d'études d'une startup. Qu'est-ce qui fait une bonne startup? Il y a beaucoup de startups qui se lancent sur mon produit sert à évaluer ta boîte et je te donne une note. Et ta boîte, si elle n'a pas cette note, t'es mort pour les investisseurs. Mm. Toi, est-ce que tu travailles sur des systèmes de notation qui sont plutôt axés sur d'autres choses, sur la culture, sur les sciences sociales, plus que sur des notes financières finalement? Alors, comme moi, ma première entrée en matière de recherche sur l'écosystème startup, c'était d'identifier les facteurs clés de succès des startups. Évidemment, j'ai été regarder toutes les initiatives qui avaient été menées pour essayer de noter les startups. Il y a des startups qui fonctionnent plutôt bien parce que ça, on achète en fait. On achète souvent ce genre de choses parce que ça permet d'avoir une évaluation simple et rassurante de la startup. Il y avait notamment une initiative qui s'appelait Startup Genome aussi, qui avait été très profond dans la qualification des données qui permettent après de faire de la prédiction. Mais la futurologie en matière de startup, moi, j'y crois pas. Et comme en fait, si on rentre sur n'importe laquelle de ces initiatives, quand on rentre dans le détail de la méthode, on trouve beaucoup de failles. J'y crois pas trop. J'y crois pas trop. En tout cas, je veux bien qu'on me présente une méthode robuste qui permet d'avoir des prévisions fiables avec éventuellement des intervalles de confiance. Mais j'y crois pas trop. Notamment parce que il y a beaucoup d'informations qui sont pas objectives. Il y en a beaucoup qui sont subjectives. Et donc, du coup, comment on va essayer de mettre en chiffres des choses qui sont un peu plus molles que les sciences dures, quoi. Donc, voilà. Pour répondre à ta question, moi, j'essaye pas parce que j'ai pas réussi. Non, mais c'est parfait. Je sais pas si on peut réussir. Non, mais c'est parfait. Écoute, je te remercie beaucoup. Je ne sais pas si chez Invenice, Pascal, vous avez déjà utilisé des systèmes de notation de ce type. On en discutera peut-être un peu après. Mais pour cette dernière partie, je voudrais qu'on parle de ton produit. On a beaucoup parlé d'humain, d'intelligence collective, de complémentarité, de différence, de culture commune d'entreprise. Et là, on va parler un peu de machine, de tech, du produit que vous développez chez Invenice, qui est a priori un produit très tech, mais qui va permettre de rendre accessible à toutes les équipes métiers opérationnelles, des technologies comme l'intelligence artificielle, le big data, sans qu'elles sachent vraiment exactement ce que c'est. Donc ma première question, c'est comment tu pitcherais ce que vous faites chez Invenice à ma fille de 3 ans, qui n'y connaît rien au big data évidemment, qui ne connaît pas grand-chose à l'intelligence artificielle non plus. Nous, notre mission en tant que start-up, c'est d'aider les entreprises à devenir data-driven. Ça veut dire permettre aux entreprises de se digitaliser et d'utiliser la data comme un moteur de business, comme une prise de décision au quotidien à travers la data. La data qui est à la fois une capacité à prendre des décisions, mais également une capacité à innover, à inventer des choses nouvelles, à se redéfinir. Donc, si on prend des entreprises qui sont data-driven, et là, on va peut-être revenir sur une grand-mère ou un enfant de 3 ans. Alors, un enfant de 3 ans qui regarde Netflix, par exemple, il va se dire voilà, j'ai envie de regarder tel dessin animé. Et puis, en fait, très rapidement, au fur et à mesure qu'il va utiliser Netflix, progressivement, les dessins animés qui sont le plus susceptibles de lui plaire vont se présenter à lui. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Netflix a analysé
les habitudes de visionnage d'énormément d'enfants, de jeunes enfants. Et donc, ils ont fait ce qui s'appelle des recommandations, c'est-à-dire un enfant a aimé tel dessin animé, donc un enfant qui lui ressemble va aimer aussi tel dessin animé. C'est comme ça que marche Netflix, hein, c'est un moteur de recommandation sur la base d'analyse de très grands volumes de données sur des habitudes de consommation et on va vous présenter les programmes qui sont le plus susceptibles de vous plaire. C'est exactement le même principe avec Amazon qui vous présente les produits qui sont le plus susceptibles de vous plaire, étant donné vos habitudes de consommation. Okay. Et avec un outil comme Inveniss, on peut très bien faire ça et même démontrer le potentiel de chiffre d'affaires derrière. On l'a fait avec des startups qui travaillent dans le domaine du ticketing et on a pu démontrer avec les données qu'ils nous ont fournies que certains clients pouvaient augmenter jusqu'à 30% de leur chiffre d'affaires avec des techniques de recommandation à la Netflix, à la Amazon. Donc voilà peut-être la manière la plus simple d'illustrer ce que permet un produit comme le nôtre, c'est-à-dire d'augmenter le chiffre d'affaires, de connaître une croissance beaucoup plus importante, voire d'inventer des nouveaux produits grâce à l'analyse de la data dont ils disposent dans l'entreprise, sur leurs clients et sur l'open data et autour d'eux. Donc, aujourd'hui, ces technologies sont utilisées par des très grands, hein, Amazon, Facebook, Google, etc. Ça commence à se retrouver aussi dans les très grandes entreprises, dans les banques, dans les centres commerciaux, enfin énormément d'entreprises qui ont beaucoup de moyens. Mais jusqu'à récemment, ces technologies étaient peu accessibles à des PME, des ETI, des sociétés qui avaient peut-être moins de moyens pour investir massivement dans la data. Qui sont vos principaux clients, du coup, ces PME, ces ETI Voilà, exactement. Parce que dans cette mission initiale qu'on avait de démocratiser le big data, ça s'est transformé en aider les entreprises, le plus grand nombre d'entreprises à devenir data-driven à travers un logiciel qui s'adresse au sein des entreprises au plus grand nombre, à la plus grande population, et en particulier l'utilisateur cible qui est le business analyst. Donc c'est la personne dans l'entreprise qui va travailler la data au quotidien et qui va produire des indicateurs sur l'entreprise. Eh bien, cette personne, c'est l'utilisateur qu'on vise, doit être capable d'utiliser Inveniss pour aller beaucoup plus loin, pour utiliser toute sa data et être capable de faire des analyses prédictives. Donc construire des modèles et en déduire des nouvelles choses sur son business. Comme l'exemple de Netflix ou d'Amazon, derrière c'est du machine learning, et ce qui a permis de proposer des recommandations à des populations d'utilisateurs. Alors le machine learning, peut-être qu'on en dise deux mots pour vraiment les néophytes qui pourraient nous écouter, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Tu peux nous parler un peu du machine learning en soi, et comment vous l'utilisez vous chez Inveniss ? Oui, alors le machine learning, c'est une science qui existe depuis de très nombreuses années, une trentaine d'années. Ça consiste en fait à dire qu'on peut statistiquement décrire un phénomène et il y a un certain nombre d'algorithmes qui permettent de le faire. Donc ces algorithmes, on va leur apprendre à se comporter de la même manière que le phénomène qu'on essaie de décrire. C'est un petit peu compliqué, mais on va le faire à travers un jeu d'essai, un jeu de test, où on connaît le résultat qu'on cherche à produire. Et donc, on va entraîner ce modèle sur ce jeu de test. Et en fonction de la performance du modèle, sa capacité à prédire quelque chose, on va se dire oui, c'est un modèle qu'on peut utiliser pour décrire d'autres choses derrière. Et je voudrais rebondir sur ce que disait Thomas tout à l'heure sur la mouvance un peu no-code. Est-ce que chez Inveniss, vous inscrivez un peu dans cette mouvance, que vous rendez du coup accessible à des équipes métiers tout un flot de données traitées, analysées avec du machine learning, etc. Est-ce que vous considérez dans cette mouvance no-code pour donner un peu des outils à des gens qui ne les auraient pas autrement ? Alors oui, totalement. Inveniss est un logiciel entièrement graphique où on va justement se rapprocher le plus possible de l'utilisateur qui est un business analyst et qui, lui, enchaîne des traitements dans un Excel ou un outil similaire et qui a besoin de choses très concrètes et de manipuler des données qu'il voit qui sont sous ses yeux. Donc, c'est typiquement quelqu'un qui n'a pas nécessairement une appétence pour la réflexion algorithmique et typiquement le code, puisque coder, c'est quoi ? C'est écrire des algorithmes.
Et donc, que ce soit dans l'usage de l'outil qui est entièrement graphique et même dans sa philosophie, on fait quelque chose qui est extrêmement concret et qui s'adresse à des utilisateurs qui n'ont pas la culture du code. Oui. Et du coup, pour revenir un peu au sujet initial du podcast sur l'équipe et vos profils, est-ce que tu penses que vos profils, vos 3 profils assez différents, l'équipe que vous avez créée, ça influe fortement sur ce produit? Vous créez ce produit parce que vous avez cette équipe très complémentaire. Vous aurez peut-être créé un produit différent, plus technique, moins no-code, si vous avez été une équipe de geeks, par exemple? Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce que c'est toujours difficile de se projeter dans d'autres configurations. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a pivoté plusieurs fois dans l'entreprise et qu'on est parti sur une idée de base avec un produit qui n'était pas nécessairement à la hauteur de notre ambition. Et c'est nos clients qui nous l'ont dit, nos utilisateurs, surtout en termes d'usage et de simplicité d'utilisation, et justement pour le rendre vraiment no-code. Donc il y a plus d'un an et demi, on a repensé complètement notre façon, notre UX, notre UI et notre façon de concevoir le logiciel pour aller dans ce sens-là. Donc notre moteur, ça n'a pas été notre diversité, mais ça a été plutôt être à l'écoute de nos clients, de nos utilisateurs, de comprendre les besoins du marché, tout en étant, tout en gardant le cap sur notre mission, sur ce que cherche à réaliser l'entreprise. Mais finalement, un schéma assez classique pour une startup d'itérer en fonction des retours qu'on a de ses clients. Et du coup, dernière question sur le produit, sans nous dévoiler un peu de secrets, quelles sont les prochaines étapes pour Inveniss en termes de développement de produits, de nouveautés, de clients? Voilà. Tu peux dire un peu plus là-dessus? Voilà, donc sur le produit, comme je le disais, on est en train de faire une toute nouvelle version qui, on pense, va répondre aux besoins des utilisateurs, parce qu'on a créé un club d'utilisateurs, un club de business analysts, et c'est ce club qui nous permet de concevoir un logiciel qui soit le plus proche de leurs besoins, et pour nous ça a été extrêmement important. On a commencé ça l'année dernière et on poursuit. On fait des ateliers avec plusieurs business analysts et puis des entretiens individuels, et chaque idée qu'on a nouvelle, on la teste, et c'est la grosse évolution d'Inveniss qui emmène en fait énormément d'innovation derrière. C'est le pivot quelque part qu'on a réalisé sur le logiciel où on va présenter demain ce qui va s'apparenter à un tableur où vous avez tout le temps vos données sous les yeux et vous appliquez des modifications sur ces données, et le résultat s'affiche de manière instantanée, c'est-à-dire dans la seconde vous avez un résultat sur des volumes très très importants, puisqu'on est sur des technologies big data. Donc c'est ça la grosse évolution d'Inveniss aujourd'hui, c'est répondre à notre ambition grâce au travail étroit avec des business analystes sur une nouvelle interface, mais qui a entraîné des grosses évolutions dans le cœur du logiciel, dans le cœur du produit et des innovations technologiques. Ok, merci. Alors, avant de se quitter, j'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce que pour toi la technologie du futur qui va forcément changer notre quotidien? On a parlé un peu d'intelligence artificielle, de machine learning. Et à l'inverse, est-ce que tu penses qu'il y a une technologie récente ou moins récente dont on aurait pu se passer ces dernières années et qui fait un peu débat? Très bien. Alors, c'est une réflexion qui est personnelle, évidemment, hein, et ce sont des sujets qui sont tellement complexes et sur lesquels je pense qu'il y a énormément de recherche qui est faite, hein, sur l'apport des technologies dans les sociétés. Ce que je peux dire d'un point de vue personnel, ma compréhension du sujet, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un peu comme la mécanique quantique. C'est une technologie qu'on va retrouver de manière un peu cachée dans énormément de produits, de services dans notre vie au quotidien. Et elle se cache dans notre téléphone mobile, elle se cache sur Internet, mais sur tous les produits et services qu'on nous proposera demain, il y aura de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est la grosse évolution. Donc,
On s'est fait peur il y a quelques années en se disant que l'intelligence artificielle allait remplacer l'humain dans les chaînes de production, dans tous les produits et services à faible valeur ajoutée, voire même où il peut y avoir aussi des compétences parfois importantes. Mais ce que je pense, moi, personnellement, qui va révolutionner nos vies au quotidien, qui est déjà en train de le faire, c'est l'intelligence artificielle partout, dans tous les produits et services qu'on consomme. Et pour répondre à ta deuxième question sur les technologies dont on aurait pu se passer, alors moi, je suis un ingénieur, hein, donc j'adore la technologie, et pour moi, la technologie n'est pas à blâmer. C'est pas la technologie en tant que telle qui est... T'es pas obligé de nous donner une réponse si tu penses qu'il n'y en a pas. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je pense que ce qui est plutôt à blâmer, c'est l'usage qu'on peut faire des technologies. L'usage que l'homme fait des technologies. C'est-à-dire que l'énergie nucléaire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, ça nous a permis de faire des bombes. La manipulation génétique, c'est extraordinaire parce que ça permet de faire des vaccins aujourd'hui. Et en même temps, il y a des gens qui sont amusés à faire des clones. Et l'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'extraordinaire. On voit des applications partout. Elle peut servir aussi à faire des armes, à faire des applications où on espère remplacer des humains. Et là, on touche à des choses qui sont un peu sacrées. Et là où je préférerais qu'on évite d'aller dans ces directions. Ok, super. Je te remercie beaucoup. Merci Pascal, merci Thomas. Aujourd'hui, on a pu se rendre compte lors de nos échanges avec Inveniss ou avec Thomas que le mythe de l'équipe fondatrice parfaitement complémentaire n'existe pas vraiment en soi. C'est pas forcément la variété des profils qui va créer une intelligence collective et permettre à un projet d'avancer. C'est avant tout la culture commune qu'on a insufflée au sein de ce projet et les valeurs qui vont avec. On a pu voir que ces valeurs, cette culture, se reflètent forcément dans le produit que la startup va développer et que finalement la tech, mais on le savait déjà, c'est avant tout une histoire d'humain plus que de machine. Peu importe le nombre de lignes de code qui se cachent derrière ou le nombre de fois qu'on va voir apparaître intelligence artificielle dans le pitch d'un projet. Voilà comment se termine notre premier voyage à la découverte de la tech, hors des sentiers trop empruntés d'une X40 ou autre French Tech 120. Je vous laisse remonter à la surface et on se donne rendez-vous très vite dans un nouvel épisode de Deep.